Durant les élections présidentielles de 2020, Biden et Trump auront une guerre sans relâche pour déterminer qui sera le nouveau président des États-Unis pour les 4 prochaines années. Par l'intermédiaire d'un soldat ayant trahi Trump, Biden apprendra l'heure et le jour où Trump prévoit de fuir la Maison-Blanche qui le rendait trop vulnérable. Le jour prévu, il se retrouve face à face à l'héliport de la Maison-Blanche pour débuter la bataille finale. Ouais, je suis bien ou quoi, Trump? T'habites dans le coin ou quoi? Ouais Biden, c'est ma baraque ici, pas la tienne. T'as quoi en fait? Eh, mais mon gars, réfléchis un peu s'il te plaît. T'avais pas quelque chose de prévu nous aujourd'hui? Non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles mon vieux. Eh, wesh, mon petit loup, le seul fou ici, c'est toi, de faire confiance à n'importe qui. Non Biden, ne me dis pas que t'as osé torturer mon soldat préféré. Eh, mais qui t'a parlé de torture, s'il te plaît? Une petite liasse et je le tiens par la laisse. Non, c'est pas possible. T'es un mytho, t'es un mytho. Mais non, pas de fake news avec moi. Déjà que t'as osé te présenter aux élections, et en plus de ça, tu oses tuer la personne que j'aime le plus au monde. Mais t'inquiète même pas, je suis venu ici justement pour ça. T'as tout compris, c'est ici et maintenant que tu vas mourir mon pote. Bah vas-y, ah oui, tu vas voir le vrai président ici, c'est qui? Pas de fake news avec moi, je t'ai déjà dit ça. Bah vas-y mon gars, on commence maintenant la guerre. On va voir qui va gagner. Vas-y. Dans une contrée lointaine où règne la sérénité sous les signes d'une nature riche et abondante, se déroule le récit d'Elizabeth Bennet et de Monsieur Darcy. Une histoire des plus singulières, représentant très bien l'amour dans son ensemble, imprévisible, incontrôlable, parfois dominé par la haine et les doutes, mais d'une beauté n'en égalant nulle autre. Voici alors que vient le moment où les sentiments sont révélés. Lise, écoute, faut que je te dise quelque chose. Vas-y, ça fait des mois que ça dure. Je suis venue te voir parce que ça me rend ouf. Déjà, j'ai dû mettre ma fierté de côté et m'avouer à moi-même que même si t'es pauvre, que t'as moins de 100 abonnés sur Insta et que ma famille t'acceptera sûrement pas, Mais qu'est-ce que tu me racontes là, frérot? je t'aime bien. Vas-y, sois ma copine. Ah, écoute, je suis vraiment désolée que t'aies autant souffert à cause de tes sentiments pour moi. J'ai vraiment pas fait exprès de te faire tomber amoureux. Attends, c'est ça ta réponse? Oui. T'es en train de te foutre de moi là. Ben non. Je rêve ou... Attends. Tu viens de mettre un râteau. Je te rassure, tu rêves pas, chacal. Je m'inquiète pas pour toi, je suis sûre que ta fierté pire que celle d'un Algérien t'aidera à t'en remettre bien assez vite. Et je pourrais au moins savoir pourquoi tu me recasses si violemment. Frère, tu fais même pas semblant d'être poli. Non mais PTDR, et moi je pourrais savoir pourquoi tu viens chez moi dans la plus grande des tranquillités me dire que tu m'aimes sans le vouloir même si je suis pauvre et que j'ai moins de 100 abonnés sur Instagram? On est où là? Tu te prends pour qui au juste? C'est pas ce que je voulais Quoi? dire. C'est pas une assez bonne excuse pour pas être poli? T'inquiète même pas, j'en ai d'autres et essaye même pas de jouer à l'innocent avec moi. Mais de quoi tu me parles encore? Tu penses vraiment que j'accepterais de sortir avec le mec qui a brisé le cœur de ma sœur? Ose me dire que c'est pas toi qui as fait en sorte de séparer ma sœur de ton pote Bing. Si, c'est moi. Et en plus t'assumes? Mais t'as honte de rien, toi? Je pensais que ta soeur en avait rien à foutre de lui. Comment t'as pensé ça? Je les ai observés et j'ai bien vu qu'il l'aimait plus qu'elle. C'est parce qu'elle est timide. Bing aussi est timide, mais lui aussi a remarqué qu'elle ne faisait aucun effort. C'est parce que tu l'as influencé, triple idiot, va. Je lui ai rendu service. Ma sœur est aussi timide et réservée même avec moi. Qui t'es au juste pour penser avoir le droit de juger les sentiments des autres? T'as cru t'étais Cupidon? Laisse-moi deviner. T'as sûrement dû t'imaginer que ma sœur était une michto. Non, j'ai jamais pensé une chose pareille, même si... Même si quoi? Tu sais très bien qu'elle aurait pu avoir beaucoup d'avantages avec lui. Donc tu penses que ma sœur est une profiteuse? Non, bien sûr que non. Même si je suis obligée d'avouer que ta famille n'y est pas non plus pour rien. Quoi? Parce qu'ils ont voulu traîner avec la tienne? Ton pote Bing n'avait pas l'air d'être dérangé C'est pas par... ça. Et c'est quoi alors? Votre absurdité et le ridicule de ta mère, tes 3 sœurs et même de ton père parfois. Pardon, je parle pas de toi ni de ta sœur. T'as vraiment pas froid aux yeux. T'essaies de te justifier tes actes et en plus t'oses mal parler de ma famille. T'es vraiment une pourriture, mon gars. C'est ce que tu penses de moi? Merci d'être sincère, mais peut-être que tu m'aurais pas terminé si j'avais pas blessé ta fierté en te disant pourquoi je ne t'ai pas avoué que j'étais amoureux de toi. Blesser Au ma revoir. fierté! T'espérais quand même pas que je sois heureux que tu sois pauvre et que ta place dans l'échelle sociale soit misérable. Tu sais quoi? Va te faire voir.
Dès que je t'ai vu la première fois, ton arrogance, ta médiocrité et ton mépris pour les autres m'ont fait comprendre que je sortirais jamais avec toi. Même si t'étais le dernier mec de la planète, t'as compris? Tu es hors de ma vue! Hé Jean, regarde là-bas. Où ça? Là-bas, là, le gars en training. Là? Ouais, ça se voit, il vient d'arracher un tel. Il court comme un guépard. Ouais, vraiment, en plus en training. Lui, c'est une racaille, obligé. Au chômage, vit chez sa mère. Tu veux quoi? Obligé, il va voler. Non mais laisse tomber, ces gens-là en training, à éviter. Trop. Ah mais lui là-bas avec ses lunettes. Par contre, 10 000 par mois, garanti. C'est pas un costard Hugo Boss qu'il porte là. Si, je pense bien. Non mais lui, si tu l'as en ami, c'est une vie réussite. Hein. Il peut t'aider en temps 140 QI, c'est sûr. Ouais, obligé, vraiment. Moi c'est Léo, le gars en costard. Je gagne 1100 par mois et j'ai du mal à payer mes dettes. Le gars en training, c'est moi, NS. Vis très bien, avocat 5000 par mois. Comme quoi, l'habit ne fait pas le moine. « 356 admirateurs. Cela fait 2 de plus qu'hier. À vrai dire, admirateur est un terme vaste, peut-être trop vaste. M'apprécient-ils réellement? Sont-ils là pour ma renommée? Sont-ils présents pour se mettre dans la peau de celui qui m'a peint? Bien trop de questions pour trop peu de réponses. Parlons d'ailleurs de ce fameux Léonard de Vinci. Tous les regards que l'on pose sur moi chaque jour ne peuvent que prouver son exploit. Mais a-t-il seulement pensé aux répercussions? Lisa, de quoi te plains-tu? Tu es une œuvre d'art que le monde entier ne peut qu'admirer. Sais-tu combien rêverais d'être à ta place? Voilà ce qu'il dirait en m'entendant. Cette place, je la donnerais volontiers, si seulement j'en avais les capacités. Aux yeux de tous, je ne suis que Mona Lisa, ce tableau qui suscite tant d'admiration. Savez-vous seulement que mon véritable nom est Lisa Gérardini? Je me contente d'être un objet aujourd'hui, un objet immortel, condamné à voir le temps passer sans pouvoir évoluer, condamné à subir le regard des gens sans pouvoir effectuer le moindre mouvement. J'aimerais pouvoir exprimer, crier et même hurler ma douleur. Mais à quoi bon si personne ne voit au-delà du tableau? Mon âme se noie sous ces couches de peinture censées me représenter. Mon regard mystérieux, qui vous suit ou que vous alliez, est la preuve de ma vivacité. Mais je viens de vous le dire, personne ne voit au-delà du tableau. À vrai dire, vous me voyez, mais pourtant, vous ne me regardez pas. Vous ne voyez pas en moi, mais à travers moi. On ne touche pas au tableau. C'est quoi ça? Hé petit, approche-toi. Qui est-ce? C'est moi Lala, sur la droite. T'es qui? Aide-moi à sortir et je te dis qui je suis. Comment je fais? Appuie sur nom en bas du tableau. Là? Oui, là, parfait. Tiens, prends ma main. Oh, c'est quoi ça? Non, t'inquiète pas. Mais alors, à la fin, t'es qui? Je suis le cri du tableau, le cri de Munch. Ah, votre musée familial est vraiment beau. Mais c'est tellement sobre, sombre. Avec un si magnifique jardin juste derrière. Pas de mal à embellir un peu votre intérieur, vous savez. Mais bon, au revoir. Chérie, je repense souvent à ce vieil homme, tu sais. Celui qui nous a proposé le truc des plantes, là. Je te l'ai raconté. C'est une bête d'idée, non? C'est vrai que ça plairait aux visiteurs. Tu sais, ils pourraient même payer pour les arracher. Je suis sûre qu'on se ferait un paquet d'argent.
T'as raison, tentons-le. Puis on n'a rien à perdre, c'est des plantes. Allons-y, fiston, Guillaume, descends. Hé, regarde, Marguerite, ils arrivent. Oui, ils vont nous arroser. Ils vont être bien contents aujourd'hui. J'ai travaillé comme une dingue pour purifier l'air. Oh, regarde, je vais même me faire bien belle pour eux. Commençons par cette adorable fleur. Comme elle est gaie et bouge dans tous les sens. Ma préférée. Je te ramène l'eau, papa. L'eau? Il a du mal à prendre ses ciseaux. T'inquiète pas, fiston, je les ai. Ciseaux? Allons enfin donner une utilité à ces pauvres choses. Embellir ce que nous avons de plus précieux. Mais Marguerite est utile. C'est ma meilleure amie quand même. Si elle risque de mourir, papa. Mais non, elle vivra pendant que d'autres repousseront. Elle aurait bien fini par mourir, ta meilleure amie. Vraiment, quel bonheur. Mon fils, ami des plantes. Allons l'arracher de suite. Mais... regarde, Guillaume, le petit Guillaume pleure. C'est pour t'arroser de ses larmes. Ils doivent manquer d'eau. Hein? Oh, l'humain est trop touchant. Oui. Mais les ciseaux? Oh, pourquoi l'autre en tient? Pourquoi est-ce qu'il me tient? Marguerite Marguerite! Non, pas mon ami! Ah! Guillaume, mon ami, adieu. Je croyais vraiment avoir fait de mon mieux, non? Ces coquelicots sont splendides. Quelle bonne idée. Pensez à vous débarrasser des plantes mortes quand même, comme cette vieille Marguerite. Ces mêmes visiteurs, ravis de cette rénovation, furent ceux qui abandonnèrent le musée quand il reprit ses vieilles couleurs. Ou trouver de nouvelles plantes une fois le jardin épuisé. L'humain vivra une vie de procès, jusqu'à la faucheuse impose la juste sentence. De l'engrais de cette justice mortuaire, la nature, elle, immortelle, renaît. L'humain est plein d'arrogance et du vouloir défendre la nature de lui. A-t-il au fond seulement conscience que les grains du sablier sont ceux de sa survie? Floraison éternelle. Petit à petit, les gens s'en vont et emportent avec eux une partie de nous. Ils nous quittent sans vraiment le faire, alors on tente de retrouver par-ci par-là des petits bouts d'eux. Le monde apparaît fort différent. Une chaise devient vestige, une simple phrase parole de sage, un simple regard tableau rempli de mémoire. Et là, dans ce jardin où se mêle tout ce fouillis, mes pas s'entremêlent aux échos des voix passées, si expressives et vivantes, si explosives et chantantes. C'est étonnant tous les secrets que peuvent receler un bout de verdure. Là, dans un buisson, on croit distinguer un sourire, une voix dans les bruissements des feuilles. En contemplant de plus près cette nature, ses différentes phases, les arbres qui cèdent aux fruits, les plantes et fleurs dont on récolte l'élixir, le parfum ou le remède qu'elles ont à offrir, j'en viens à me demander ce que moi je pourrais laisser. Les fins ne sont que des continuités et les limites que celles de nos pensées. Rien ne disparaît et rien ne se crée. Désormais, tout ne fait que se transformer. Dans les débris de feuilles mortes, un jardinier parviendra à apercevoir des graines et tout un champ à replanter. Il suffisait peut-être seulement de chercher. Alors on fouille, on guette et on part à la trace de ces empreintes qui auraient pu être laissées. Dans nos gènes, des discours, une gestuelle, un héritage au monde, même s'il ne franchit pas la porte de notre foyer. Et moi, qu'aurais-je donc à apporter ? Entre mes mains, j'entrevois ce qui n'est que le passé des générations futures. Je compose leur histoire et la nôtre, le récit d'un jardin qui se meurt, puis fleurit. À ces parties de moi, à ces enfants de sang et de cœur, à ces neveux, nièces, filles ou garçons, ces enfants de famille ou ces enfants de vie, à ces inconnus pourtant connus alors même qu'ils ne sont encore qu'un début de commencement, ou moins que ça, à tous les enfants du monde. Comme des branches qui s'élancent vers le ciel, comme des fleurs qui s'ouvrent sur le berceau du monde, ces âmes aux couleurs vives ou plus pâles, ces trésors bleutés déjà trop ravagés par un temps si étroit, ces enfants soldats pour toujours qui, au cœur des yeux, garderont les pluies d'un passé où l'enfance a été volée. Les épreuves de la vie ne sont que de passage, tout comme celle-ci. L'arbre change au fil des saisons, mais demeure ce qu'il est. Ne pensez donc pas ne plus en valoir la peine. Vous n'êtes que reflet d'âme à travers la manière dont la regardent vos cœurs. Vos ressources et vos racines demeurent, et ce ne sont pas vos valeurs qui vous empêcheront d'essayer d'atteindre les étoiles. Elles vous propulseront, si vous le voulez, tout en continuant de vous rappeler la personne que vous êtes. C'est ainsi que le passé forge le futur.
Mais de la même façon, ne négligez pas votre destination. C'est en retournant sur vos pas que vous pourrez chercher d'où vous venez. Apprenez des autres, cultivez vos idées, puisez d'eux les leçons à tirer, leçons d'erreurs que vous n'auriez pas à vous-même commettre, d'autres réserves de pluie que vous n'avez pas dû traverser. Cher enfant, médite et laisse à ton cœur le temps de réfléchir, mais n'oublie pas que la raison a bien souvent raison, et le blanc se salit vite alors que le noir absorbe la lumière. Prémunis-toi donc en restant ferme sur ta douceur. Tu peux essayer de recoller les morceaux, de réparer tes erreurs, mais j'ai appris avec le temps qu'en replantant les trous, la douleur se réouvre et parfois la fondation se détruit à nouveau. N'aie crainte, car comme les vagues salées de la mer sur le sable, partiront et reviendront tes larmes et tes tristesses. Fais juste attention à ne pas laisser le torrent s'abattre sur la plage. Et les larmes sont souvent les pluies qui te permettent de te régénérer. Concentre-toi sur l'essentiel. Parfois, on ne récupère de la fatigue par un sommeil plus délicieux que de fermer les yeux sur ce monde. Et c'est là que réside le véritable refuge. Et si ton cœur se fragmente et se rouille, souviens-toi du nectar de sentiments que j'éprouve pour toi, déjà maintenant. Prends donc soin de toi, tu es tout ce que tu as. Au début, nous étions 1250 femmes dans ce camp. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'une quarantaine. J'ai disparu et personne ne savait où j'étais. Le principe est de nous laver le cerveau et de nous faire oublier qui nous sommes. On nous déshabillait devant les hommes et on nous faisait attendre plus de 2 heures avant de nous donner des vêtements. J'ai reçu 2 fois un vaccin contre la grippe, soi-disant. J'ai compris après que j'avais été stérilisée. Après nous avoir rasé les cheveux, on nous a dit « Vous n'êtes plus des êtres humains, vous devez oublier votre nom et qui vous êtes ». De loin, j'ai aperçu des corps pendus au barbelé et des hommes terrifiés. On m'a fait m'allonger et écarter les jambes et on a introduit un stérilet. Nous avons été tatoués et j'ai reçu mon matricule, 15 443, que je porte toujours sur mon bras. Vous voyez une différence entre les 2 récits ? Non, parce qu'il n'y en a aucune. Des témoignages d'Ouïghours et de victimes de l'Holocauste ont été mélangés pour vous prendre conscience de la gravité de la situation. Des personnes sont en train de reproduire les mêmes erreurs que nous pleurons aujourd'hui et personne ne veut réagir. Personne ne bouge le petit doigt pour faire quoi que ce soit. Mais bordel, qu'est-ce que vous attendez ? Vous attendez que la situation touche vraiment le fond pour réagir ? Si vous pouviez empêcher les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, le feriez-vous ? Tout le monde répondrait oui. Mais pourquoi personne ne veut agir maintenant ? Le silence, c'est être complice. Excusez-moi de vous déranger. Bonjour, je m'appelle Peter, je viens d'arriver ici. En vérité, je n'ai rien fait de dangereux pour être dans cette prison. Je suis gentille avec tout le monde et j'aide les vieux. J'ai la traversée, je suis honnête, vous savez. Arrête un peu de parler. Désolée, je suis vraiment désolée. Je parle beaucoup, hein. Mais en fait, je t'ai même pas demandé. Comment tu t'appelles ? Recule. Toi, cette petite vermine, sans position. Voulez-vous savoir mon nom ? Qui est-vous pour vous accorder ce privilège ? Mais je ne vous demande que votre nom. Je ne cherche que votre amitié. Je suis perdue. Je ne comprends pas pourquoi ces étages existent. Oh là là. Ôte tes sales pattes. Et heureusement que ces étages sont là pour nous séparer de vous autres. Je suis de la haute société. Tu vois donc pas de différence entre moi et toi. Et si tu es perdu, demande à un minable comme toi. Il y a plein d'ici. Ceux d'en bas, excusez-moi. Je vais vous demander quelque chose. Comment oses-tu parler à ceux en dessous de toi ? Arrête cela immédiatement. Mais pourquoi ils sont des prisonniers comme nous ? Nous ne sommes en aucun cas pareils. Tu ne le vois pas, nous sommes chacun dans un étage. Et comme tu le vois, je suis meilleure que toi. Je suis supérieure.
Mais ce n'est pas possible. Pourquoi es-tu meilleur que moi? Pourquoi une partie de la population doit être inférieure à vous? Comment cela fait-il qu'une discrimination comme celle-ci existe en prison? Mais ce n'est pas possible. Tu ne devrais pas te poser toutes ces questions, car c'est logique. Moi, je suis riche, et toi pauvre. Ce qui veut dire que je suis meilleure que toi en tout, et toi, que dire de plus, mais rien puisque tu n'es rien dans cette société. Cette prison ne reflète que la réalité, les deux nœuds en bas et les gens aisés comme moi en haut. Mais ce n'est pas juste tout ça. La justice n'est pas ce qui s'offre à ce monde. Demain, tous les esclaves de la ville de Kinshasa seront abattus. Les femmes seront violées et nous prélèverons les organes des enfants. Tous y passeront sans exception. Nous sommes la race supérieure. Discours que j'ai annoncé aujourd'hui pour motiver les troupes. Après avoir transmis les bénéfices du caoutchouc à notre majesté le roi Léopold II, j'ai décidé d'aller dormir tôt afin d'être en forme. « 21 avril 1886. Je me lève face à un décor qui m'est totalement inconnu. Je sens une douleur au dos. Je me retourne et j'aperçois du foin. Mais où est donc passé mon lit douillet? Sans hésitation, je décide dans l'immédiat de sortir de cette monstrueuse cabane. À ma grande surprise, je me trouve entourée d'une foule d'esclaves noirs. Comment suis-je arrivée ici? Tout à coup, un groupe d'hommes, mes soldats, s'approche pour me prendre. Je crie, me débat, mais personne ne m'écoute. Je leur ordonne d'arrêter cette mascarade, je suis leur capitaine. J'étais condamnée. Me voilà dans le corps d'un esclave, prêt à être pendu ou peut-être brûlé. Ils m'emmenèrent à la place publique, là où l'on sera maltraité. On fut tout d'abord fouetté, puis mutilé. On était témoin de ce que chaque personne subissait. Chaque minute m'avançait de mon heure. Le capitaine arriva, je le suppliais de nous faire grâce. Son expression ne trahissait aucune décision. Il présentait une totale neutralité. J'ai découvert un sentiment que je n'avais jamais connu. Oh, je donnerais tout pour revenir en arrière. Un seul jour seulement. Il est bien trop tard maintenant. Me voilà face à mon destin. Un destin reposant sur la miséricorde du capitaine. Un miracle après toutes mes atrocités. Est-ce encore possible ? Dans leur regard. New York, 19 avril 1989. Une jeune joggeuse blanche est retrouvée violée dans Central Park. 5 jeunes, 4 Afro-Américains et 1 Hispanique, présents sur les lieux au moment du drame, sont arrêtés et condamnés par un jury, sur la base d'aveux obtenus sous la contrainte malgré le manque de preuves matérielles lors de 2 procès distincts qui se sont tenus dans un contexte de forte tension raciale en 1990. La série suit le procès, le parcours carcéral et la difficile réinsertion des 5 jeunes gens avant que leur déclaration de culpabilité soit annulée en 2002. Pourquoi cette histoire, elle te touche toi en fait? Parce que je suis une jeune noire. Et toi, ça t'est déjà arrivé d'être accusée à tort à cause de ta couleur de peau? C'était à l'école maternelle. J'avais eu un problème avec une copine parce qu'il y avait les bonbons de la table qui avaient disparu. Ma prof m'a même pas laissé parler alors que j'avais que 4 ans. Pourtant, je savais que c'était pas moi. Parce que ma mère, elle m'avait appris de pas toucher à ce qui m'appartient pas. Et la prof, elle m'avait pas écoutée. Et elle avait écouté ma copine. Ma copine, elle avait dit que c'était pas elle. Mais que pourtant, elle m'avait vu rentrer dans la classe. Mais moi, je savais que j'avais pas touché les bonbons. Si j'en voulais, j'allais le demander à la maîtresse, c'est pas grave. Mais elle m'a pas écoutée. Elle a écouté ma copine, et pas moi. Et à la fin, tous les élèves, ils me regardaient bizarrement en mode
C'est elle a volé les bonbons. Et cette histoire, en fait, elle est ancrée en moi. Je pense que c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Pourtant, j'avais 4 ans, c'était une histoire de bonbons. Mais je l'ai encore en tête en vrai. Ce matin, en me rendant à l'école, j'ai découvert ce livre qui dit tuer des gens. Maintenant, j'arrête pas d'y penser. Bien sûr, ça peut pas être vrai. Oh non, il y a encore ces 2 idiotes devant l'école. Je vais essayer de me faire discrète pour ne pas être dérangée. Si elles m'embêtent aujourd'hui, ça va mal se passer. Je suis pas d'humeur. Ah, qui voilà, notre souffre-douleur. Une bonne séance de punching ball. Pour bien démarrer la journée, t'en penses quoi, Denis? Ouais, montre-lui, Nada. Je vais faire semblant de rien voir et de ne pas être concerné, même si je vois tout et j'entends tout. Je me demande comment elle va réagir aujourd'hui. Allez, viens ici que je t'en colle une. Mais t'en as pas marre, pauvre idiote? Quoi? Salma a osé répliquer? T'as dit quoi là? Tu sais à qui tu parles? Ouais, à une idiote. Qu'est-ce que j'ai sur le visage? Mon œil est bandé et ma lèvre est gonflée. Mais qui m'a fait ça? C'est Nada qui t'a fait ça. Je lui ai tenu tête, elle n'a pas aimé ça. Dès que j'ai vu la scène, j'ai appelé le directeur qui a arrêté la bagarre et je termine à l'infirmerie. Merci de ton aide, mais tu peux y aller maintenant. Je préfère être seule. C'est assez humiliant comme ça. Tu es sûr que tu souhaites pas de la compagnie? Je suis là pour toi. Hamza, je t'ai demandé de partir, s'il te plaît. Pars. Ok, je m'en vais. Je vais me cacher derrière la porte et regarder ce qu'elle va faire. Oh non, elle pleure. Ça ne sert à rien de pleurer. Faut que je me calme. Ah, il y a dans mon sac ce cahier qui dit tuer les gens. Elle s'est calmée et regarde son sac intensément. Ou plutôt le cahier noir qui est à l'intérieur. Mais pourquoi elle regarde ce cahier comme ça, si intensément? Ce cahier, c'est sûrement des conneries. Mais au point où j'en suis, ça ne fera rien de tester. Je suis déjà assez désespérée après tout. Je vais écrire le nom de Nada. Il ne va rien lui arriver, j'en suis sûre. D'après la première page, il faut écrire le nom de la personne, avoir son visage en tête et attendre 40 secondes. Et la personne devrait mourir d'une crise cardiaque. Mais quel ramassis de merde. Elle attend quelque chose. C'est étrange. C'est d'avoir mis à écrire dans ce manuel et maintenant elle fixe sa montre. Ça vient de te faire 1 minute maintenant. Nada, Nada, respire, il t'arrive quoi? Appelez les secours, vite. Mais mon Dieu, c'est Nada. Elle est morte. Comment est-elle morte? Se pourra-t-il que Salma ait fait quelque chose? Ce cahier tue des gens. Avec ça, je serai un dieu placé sur terre pour sauver les faibles, tuer les criminels et créer le monde parfait. Je regarde autour de moi. Je ne vois que des personnes sans qui le monde se porterait beaucoup mieux. Je comprends que tuer des gens est un crime, mais le monde doit être sauvé. Un but qui n'est achevable que par moi-même. Qui d'autre pourrait le faire? Je suis la seule qui peut créer un nouveau monde parfait, à l'aide de ce cahier et de ma main droite.
20 ans après la disparition de Soledad, Rosé, la mère biologique de Soledad, boit un café avec ses amis. Durant ces discussions, elle va raconter à ses copines qu'il y a 20 ans, sa fille, Soledad, a été kidnappée. Rosé sert une tasse de thé à chacune d'elles et leur demande comment elles vont. Alors les filles, vous allez bien? Oui, super, et toi? Très bien. Et le bébé? Oui, ça va. Le bébé aussi va très bien, merci. Tu vas bien, toi? Moi, je trouve que tu as une drôle de tête aujourd'hui, quand même. Tu trouves? Il s'est passé quelque chose? Oh non, rien de spécial. Les filles, je pense que nous sommes amies depuis un bon moment et je ne sais toujours pas pourquoi je continue à garder cette histoire au fond de moi. Il est temps que vous sachiez ce qui s'est réellement passé dans ma vie. Donc, tout ce temps, tu nous as cachés. Donc, nous, on est amis depuis, c'est maintenant tu dis. Oui, c'était douloureux pour moi et j'arrivais pas. Mais là, maintenant, c'est bon. Je pense que c'est le bon moment pour vous dire, pour vous raconter cette histoire. Il y a 20 ans, ma fille, elle a été kidnappée quand elle avait 8 ans. Oh mon Dieu, c'est horrible. Et tu nous as caché cela depuis tout ce temps? Oui. On remonte 20 ans en arrière au moment de la disparition de Soledad. L'histoire se déroule dans une maison au bord de la mer, au Stand, en Belgique. Nous sommes la nuit. Soledad fait un cauchemar et sa mère entre dans sa chambre pour la rassurer. Hé, j'y suis là. C'est fini. Maman, c'est toi? Oui, mon cœur. Tu as fait un cauchemar? Oui, maman, c'était un monstre. Tu sais pourquoi maman porte ce collier? Non. Parce que je l'ai reçu de ta mamie. Elle me l'avait donné parce que quand j'avais ton âge, je faisais aussi des cauchemars. Et depuis que j'ai ce collier, je suis protégée de tous les monstres. C'est vrai? Oui, je pense que je suis assez grande pour affronter ces monstres. C'est pour cela que je viens de te donner ce collier qui puisse te protéger à ton tour. Merci maman. Le lendemain matin, alors que sa mère prend sa douche, Soledad joue sur le bord de la plage. Au même moment, une femme totalement inconnue répondant au nom de Daniela s'approche dangereusement de Soledad. Salut princesse. Tu veux jouer avec moi? C'est un beau lapin en peluche que tu as là. Oui, c'est ma peluche préférée. Daniela et Soledad jouent en silence. Soledad commence à baisser sa garde et à apprécier la compagnie de la mystérieuse inconnue. Tu n'as pas faim toi? Tu aimes les glaces? Oui. Si tu viens avec moi, tu auras droit à 3 bulles de glace. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Donne-moi la main et on y va. Daniela emmène Soledad avec elle. Soledad ne le sait pas encore, mais elle ne reverra plus sa maman. Elle vient d'être kidnappée par Daniela, qui deviendra sa mère de substitution. Rosé, la mère biologique de Soledad, sort de la douche. Elle ne sait pas encore ce qui est arrivé à Soledad. Intriguée par le silence de la maison, elle appelle sa fille. Soledad, tu es là? Tu es dans le jardin? Soledad, où es-tu ma chérie? N'ayant pas de réponse de sa fille, elle commence à paniquer et sort de la maison pour se rendre au bord de la mer. Soledad! 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 Rosé s'arrête brusquement de crier car elle remarque quelque chose un peu plus loin d'elle. En se rapprochant, elle reconnaît un objet qui lui est familier. Le collier qu'elle avait donné à sa fille lorsqu'elle avait fait un cauchemar. Soledad ne quittait jamais son collier. Mais où est donc Soledad? 13 ans après la disparition de Soledad, sa mère tombe enfin sur une piste. Un jour, alors qu'elle rentre de ses courses, elle trouve une enveloppe sur le seuil de sa porte. Cette enveloppe contient une photo. Une photo sur laquelle elle reconnaît sa fille dans les bras d'une femme. Oh mon Dieu, c'est ma fille. C'est Soledad. Rosé appelle immédiatement la police. Allô, oui, lieutenant, c'est moi. J'ai enfin un indice sur la disparition de ma fille. Rosé va-t-elle réussir à retrouver sa fille? Est-ce que le lieutenant acceptera de rouvrir l'enquête après 13 ans de disparition?
C'est l'histoire de 4 femmes qui ont perdu leurs proches dans le trafic de drogue. Elles vont présenter ce qu'elles ressentent de ne pas être écoutées par les hommes et ce que ça fait de perdre un être cher. Binta a son fils qui est en prison. Ce dernier l'appelle et lui fait part de sa détresse. C'est bien toi, mon fils. C'est fou, qu'est-ce qu'on était beau. Une famille unie et pleine d'amour. Toujours là les uns pour les autres. Mais tu m'as laissé choquer quand ils t'ont tabassé et menotté devant moi en pleurs. J'aurais voulu te voir derrière un bureau, pas derrière les barreaux. Je vais t'attendre, mais je ne serai plus tendre. Qui sait à quoi s'attendre? J'en ai marre des peines prolongées au prétoire. J'en ai marre de laver ton linge sale. J'en ai marre de devoir me faire du souci pour toi, mais je me ferai pourtant. Tu me fais de la peine à vouloir m'aider tout le temps. Tu me dis que t'arrêtes, mais tu recommences tout le temps. Le mal est déjà fait, tu ne peux plus t'y retourner. Je ne peux pas t'abandonner. J'ai que ta sœur et toi dans ce monde de fêlés. Elle pleurniche et laisse le téléphone tomber sur le lit. Sa fille Malak entend ses pleurs et vient dans sa chambre. Entend son frère au bout du fil et prend le téléphone. Allô? Tu vois dans quel état est maman à cause de toi? Alors que t'arrêtes pas de me dire, c'est maintenant qu'il faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il faut des billets. Mais moi, c'est maintenant qu'il faut mon frère. Dis-moi, tu sers à quoi derrière les barreaux? De toute façon, en France, la drogue, tu fumes gros. J'ai pas besoin de billets, il faut mon frère. Elle raccroche, console sa maman et va chez sa copine Luda pour se changer les idées. Salmana a grandi sans son père. Elle va recevoir l'appel de ce dernier qui lui annonce sa sortie de prison. Il veut apprendre à la connaître, mais Salmana le voudra-t-elle? Ah oui, maintenant tu veux me connaître. À quoi ça sert, bon sang? Je suis grande maintenant, j'ai plus besoin de toi. Je peux m'occuper de moi toute seule. De toute façon, j'ai grandi sans père. Pour moi, t'es déjà mort. Es-tu conscient de la souffrance que tu m'as fait endurer? Laisse-moi s'il te plaît. Ne m'appelle plus et ne cherche plus à me contacter. Salmana raccroche et va chez sa copine Luda. Celle-ci a perdu son mari après 1 an de mariage. Elle va raconter les souffrances qu'elle a endurées après la mort de son mari. Malak est présente aussi. Alors, bien quoi les filles? Vous avez quoi? Vous êtes toutes pâles. Je viens à peine de parler à mon père. Il sort de prison et il veut qu'on apprenne à se connaître. Je l'ai remballé, bien sûr. Je ne veux plus le voir. Il n'a pas été là quand j'avais le plus besoin de lui. Je ne sais même pas ce que ça signifie d'avoir un père. Je veux qu'il me laisse tranquille. Moi, c'est ma mère. Elle n'arrêtait pas de se soucier de mon frère. Elle était en pleurs tout à l'heure. Je n'aime pas la voir comme ça, à cause de mon idiote de frère, qui ne réfléchit jamais avant d'agir. Si seulement il m'avait écouté, il ne serait pas en prison aujourd'hui. Les hommes sont comme ça, ils n'en font qu'à leur tête. Mon mari ne m'écoutait pas non plus. Il n'arrêtait pas de dire « C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets. Mais moi, c'est maintenant qu'il me faut mon mari. Dis-moi, tu me sers à quoi maintenant que t'es parti? Ça fait 1 année depuis que t'es parti, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité. J'ai pas besoin des thunes, il me faut mon mari. Depuis qu'on t'a buté, je me sens comme amputée. La souffrance est terrible, elle est présente jour et nuit. Je ne vis plus, je survis. Je m'accroche aux souvenirs car je ne peux te faire revenir. Tu serais peut-être là si tu avais fait des études, car faire des études sert à éviter la bicrave, la violence, la prison. Faire des études sert à construire un avenir, nourrir l'espoir qu'on peut peut-être obtenir, ce que nos parents n'ont pu avoir.
T'es trop mignonne, Jeanne, regarde. Non, c'est mieux un garçon. Mais non, mais à chaque fois on se dispute pour ça, tu sais très bien. Coucou toi, comment tu t'appelles? Oh, qu'elle est mignonne. Ta gueule. Ok. Au pire, il y a les ados. Regarde comme tout le monde les regarde comme s'ils avaient la peste. Moi, j'y vais. Non Tiffany, je ne veux pas d'un ado qui se drogue, qui boit, qui se masturbe, qui joue aux jeux vidéo. Vous savez, on vous entend, hein, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Retournez voir les petits bouts de chou. Oh, elle est cool, c'est elle que je veux. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon. Il mangeait énormément. Du coup, un jour, il mange un fruit. Mais en fait, ce fruit, c'était un fruit maléfique. Et le fruit, il lui donnait un pouvoir. C'était de devenir élastique. Mais non, c'est trop stylé. Le prof des Français, venez par ici. Oui, on arrive. Oui. C'est trop bien. Alors juste ici, nous avons votre attention s'il vous plaît. Votre pouce cassé. Ici, nous avons la chambre de Van Gogh. Je commence à en avoir vraiment marre d'être posée ici depuis 1797. Avec tous ces ploucs de touristes qui me regardent comme si j'étais une peinture toute pourrie de Vincent Van Gogh. Non mais franchement, ils savent qui je suis, ils savent d'où je viens. Je suis la Joconde, bon sang. Ah, j'étais tellement mieux à Versailles, avec des gens civilisés et qui m'appréciaient pour qui je suis vraiment. Une légende. Dommage qu'ils se soient tous fait couper la tête. Marie était vraiment sympa. La Joconde, c'est par là, monsieur. Oh, mais j'ai envie d'y aller, mais je peux pas. Y aller. Moi, Mona Lisa. Oh, allez. Je suis toujours là. Vas-y, continuez. Accroché au mur du Louvre, je reste calme, malgré le jugement de millions de gens d'origines différentes. Je reste là, stoïque, sans bouger, toute docile, sans chirurgie ni botox. Et pourtant, on m'admire. Je peux pas, y aller pas. Finalement, la vie est-elle trop courte pour se tracasser de toutes ces choses-là? Vivons, sourions, et la vie nous sourira. La robe doit suivre le corps d'une femme et non l'inverse. Givenchy. Il y a une force en moi, une volonté farouche qui me pousse vers l'espoir et la lumière. Yves Saint Laurent. Après les femmes, les fleurs sont les créations les plus divines. Christian Dior. L'élégance n'est ni une question de porte-manteau, ni une question de porte-monnaie. Karl Lagerfeld. S'il te plaît, dis-moi que tu m'entends. Je t'entends. Mais je comprends pas, je comprends rien. Je suis simplement une partie de toi. Tu te parles à toi-même. Tu essaies de te raisonner. Les autres étaient simplement un fruit de ton imagination. Mais Souni, elle était là. C'est une personne que tu aimes énormément. Tu aurais espéré qu'elle soit là maintenant. Moi je suis là, mais tu refuses mon aide. Parce que je suis simplement ta force intérieure et que tu délaisses depuis tellement longtemps. Je n'ai aucune idée de comment j'ai fini ici. Tu t'es ramenée ici toute seule. En tout cas, on n'est clairement pas dans la réalité. D'habitude, mes voyages se passent bien. J'aimerais partir. Tu ne peux y arriver que par toi-même. J'y arriverai pas. Ça fait trop longtemps que ça va mal. J'arrive pas à en parler, tu comprends? Je veux dire, mais moi je ne sais pas ce qui va pas. Tous les jours se ressemblent. Ma motivation à faire quoi que ce soit est comme inexistante. Pour te dire, je voulais dormir tout le temps,
Comme ça, je n'ai pas à être réveillée et j'adorais rêver. Le monde dans ma tête me semblait tellement meilleur que le monde réel. Mais j'ai trouvé un moyen plus simple de dormir debout. Tu sais, ne le prends pas mal, mais mes pilules me font plus de bien que toi. J'ai remarqué ça. Je sais que ce n'est pas en mon avantage, mais qu'est-ce que je peux faire ? J'en ai besoin et je suis consciente de ma vulnérabilité. Tu crois que c'est du bien qu'elles te font ? Regarde-toi, tu es épuisée et dépendante. Au départ, tout partait d'une simple curiosité, et maintenant tu n'arrives à rien faire sans elles. De plus, c'est à cause d'elles que tu es dans cette situation. Vous pouvez me juger autant que vous voulez, mais vous n'êtes pas dans ma situation et vous n'êtes pas moi. Si, Paola, je suis toi. Tu fais chier! Jonas! Pas ici! Pas ici! T'es pourquoi t'es ici? Je t'ai jamais aimé! Va te faire foutre! Sors de chez moi! Arrête! Pas ici! Pas ici! Mademoiselle, 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 t'es bonne, t'es bonne. Donne ton stop. Aujourd'hui, le fait de se balader simplement dans la rue ne devrait pas être un privilège. Mais pourtant, on en est arrivé là. Le harcèlement de rue est quelque chose de super fréquent, et je trouve que depuis la fin du confinement, c'est un phénomène qui a vraiment explosé. Ouais, gros, c'est super. Mais t'as totalement raison. Super chiant. C'est quand même quelque chose de dingue qu'en sortant dans la rue, on ne puisse pas se sentir en sécurité. Le harcèlement de rue est quelque chose qui est beaucoup trop banalisé, et ça ne devrait pas l'être. Ça nous donne la sensation que la personne en face de toi se croit tout permis parce que tu es une femme. J'ai enfin ouvert mon établissement. Après mon séjour en prison, j'ai établi un plan sur 15 ans. J'ai travaillé là où on voulait bien faire travailler d'anciens prisonniers, comme dans la marine. Après cette année de travail, j'ai assez d'argent pour me le permettre. Ça fait maintenant 7 ans que je suis sortie de prison. J'ai mon bar, tout se passe comme prévu. Dans 7 ans, il sera le plus populaire. À ce moment-là, j'aurai accompli ma vengeance. Ou plutôt, j'aurai vengé mon père. Je tue les gens que j'aime. Certains d'entre eux mendient pour leur vie. Je ne me sens pas triste, je ne ressens rien. C'est un monde sale dans lequel nous vivons. C'est un putain de monde sale et sans défense. Et honnêtement, j'ai l'impression de contribuer à les éloigner de cette merde, de cette pisse et du vomi qui court dans les rues. J'aide à les emmener dans un endroit propre et agréable. C'est pas incroyable d'avoir si peu confiance en soi? T'as vraiment aucune raison pour te victimiser autant. Si seulement tu te voyais à pleurer et à t'acharner sur ton sort, tu t'es jamais posé de questions? T'as pas d'amis parce que ta vie c'est de la merde, c'est de ta faute. Je suis sortie du cours de théâtre, comme chaque vendredi après-midi. J'avais plus de batterie sur mon portable, alors pas d'autre choix que de marcher en observant le monde qui m'entoure et réfléchir. Et en fait, ce n'est pas plus mal. On est toujours tellement pressé et on fait tout de manière tellement mécanique. C'est hallucinant de se rendre compte du nombre de choses que l'on fait juste parce qu'elles doivent être faites et non parce qu'on veut les faire. À vrai dire, ce serait même plus logique de réfléchir au nombre de choses que l'on fait par envie. On a la fâcheuse habitude de se plaindre du fait que l'on n'a qu'une vie et qu'on n'en profite pas assez. Mais est-ce qu'on fait quelque chose pour que ça change ? Est-ce qu'on va vers ces personnes auxquelles on reproche de nous ignorer ? C'est incroyable à quel point on choisit la facilité. Alors ça y est, à partir de maintenant, je prends ma vie en main. Je vis selon mes envies et j'agis au lieu de regretter.
Et puis, ce moment arrive. Ce moment où à chaque fois que tu respires, tu expires tout l'oxygène de ton corps. Tout s'arrête. Ton cœur, tes poumons et finalement ta tête et tes pensées. Et tout ce que tu sens et souhaites oublier disparaît. Et soudainement, tu lui redonnes une bouffée d'air. Tu lui redonnes vie. Je veux pas mourir, je veux juste vivre. Je veux pas finir comme eux. Moi tout ce que je veux, c'est revivre. Juste revivre, c'est revivre. Je veux pas mourir, je veux juste vivre. Je veux pas finir comme eux. Moi tout ce que je veux, c'est revivre.